nom, ça qui était. C'est seulement ça où t'es oublié qui t'est dans la détresse. Où dévasté, déraciné et sans pitié, yo enterré. C'est n'a que sans recevoir l'absolution. Pour dévaster, déraciner et sans pitié, yo enterré. C'est notre frère sans recevoir l'absolution. Dévasté, déraciné et sans pitié, yo enterré. C'est notre frère sans recevoir l'absolution. Tout ça, la vie chercher la vie. Alors bonjour à tous. Merci d'être là et bienvenue à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Donc aujourd'hui, dimanche 31 mai, à l'émission, je reçois un invité très spécial. Il s'agit du sociologue Frédéric Boiron qui va nous parler de la distanciation sociale et attention, la vraie distanciation sociale. Donc il va nous en donner la définition et aussi les effets pervers de ce concept sur la cohésion sociale. Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence l'histoire de George Floyd, son meurtre en fait qui a eu lieu en début de semaine. Donc vous allez voir que tout cela se tient, il y a un lien, on va faire des ponts. Donc restez avec nous. Tout de suite après la pause publicitaire, nous allons vous revenir avec notre invité. Merci. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec elle. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareil électroménager, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêt Auto La Caille Facile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%.
Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 62 24. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 62 24. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière.
Alors, de retour en studio, avec notre invité Frédéric Boiron, sociologue. Alors, on dit de lui qu'il est décapant, qu'il est percutant et que c'est le plus infréquentable des sociologues. Bien, le seul et unique Frédéric Boiron. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi, Frédéric. Tu écris régulièrement, tu collabores aussi avec Radio-Canada pour des capsules, des petits reportages, entre autres. Tu écris pour la presse. Et à cet effet, justement, tu as écrit un texte sur la distanciation sociale, donc la vraie, qui est paru ce matin sous la rubrique Débat. Alors, j'aimerais qu'on puisse en parler ensemble, Frédéric. Donc, avant même de nous expliquer les définitions réelles de la distanciation sociale, j'aimerais que tu nous parles de l'origine de ce terme qui, pour la majorité des gens, était tout à fait inconnu. C'est vraiment à partir du confinement, de cette pandémie, qu'on a commencé à entendre parler de ce concept de distanciation sociale. Alors, quelle en est l'origine, Frédéric? En réalité, quand j'ai entendu, je suis à peu près convaincu que c'est le docteur Arruda qui le premier en a parlé. Il a parlé de distanciation sociale et tout ça. Et évidemment, ça m'avait un peu chicoté d'entendre ça, mais en même temps, il faut choisir le moment pour intervenir, parce que j'aurais aimé dire tout de suite, ce n'est pas la bonne expression, mais c'était pas nécessaire dans la mesure où les gens avaient compris qu'il fallait garder 2 mètres de distance ou 6 pieds de distance avec les gens autour d'eux. Maintenant, ce n'est pas la bonne expression qu'on utilise pour justement quelque chose qui peut physiquement se mesurer avec une règle, avec un compas ou tout ce qu'on veut. Donc, ce dont il est question ici, c'est une distanciation physique. Donc, une distance physique se mesure de façon mathématique. Une distance sociale est un concept abstrait qui veut dire la distance, si on veut, qui existe, une distance qui existe entre les gens en termes de classe sociale, en termes de rapport humain, en termes non pas de lieu géographique où on habite, mais en termes de différences sociales, de différences classes sociales. En fait, qui crée un fossé. Précis quand on dit différentes castes sociales. Donc, nous n'avons pas le même prestige dans la société. Donc, c'est une expression qui est venue du sociologue, comment il s'appelle déjà? George Simmel. George Simmel, qui en a parlé. George Simmel, c'est un sociologue qui date des années 30. Donc, à partir de ce moment-là, il avait commencé à donner un nom à la différence de classe sociale, finalement. Donc, l'écart qui existait entre les classes sociales. Non pas de dire que toi, tu gagnes tant d'argent, moi, je gagne 10 fois plus d'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comment est-ce que nous percevons l'autre. Oui. Comment nous percevons l'autre, comment nous percevons les gens qui habitent dans un certain secteur, comment nous percevons les gens d'une certaine communauté, les gens qui viennent de l'étranger, les gens handicapés, les femmes, etc. Tous les groupes qu'on connaît, c'est la façon qu'on les regarde qui détermine cette distance qui existe entre nous et l'autre. Donc, c'est très insidieux. En fin de compte, toute personne peut, disons, avoir cette attitude, ces préjugés envers l'autre. Donc, la distanciation sociale n'appartient pas à un groupe plutôt qu'un autre. Tout individu peut avoir ce type de rapport, de regard envers l'autre. En fait, la distanciation sociale, c'est la discrimination. Tout à fait. C'est ça qui était encore plus outrageux pour un sociologue d'entendre parler de distanciation sociale. C'est de dire aux gens, vous êtes, l'expression, mais maintenant je pense que je l'utilise moi-même, vous êtes infréquentable. Oui, donc c'est de dire quel est le niveau d'infréquentabilité de quelqu'un, mais pas seulement d'un individu, mais d'un groupe social, d'un groupe particulier. Donc, quel est le niveau d'infréquentabilité de l'autre? Donc, qui fait qu'on dit à nos enfants, ne va pas dans ce quartier-là, ne fréquente pas ces gens-là. Donc, la distanciation sociale, c'est la discrimination, c'est la peur de l'autre, c'est un préjugé qu'on a sur l'autre. Et j'insiste sur le mot préjugé, c'est un jugement qu'on pose à l'avance sur rien.
d'accord, sur une perception de l'autre, et c'est ça la distanciation sociale, c'est rien d'autre. Oui. Donc, d'entendre parler de ça dans le cadre d'une pandémie, où finalement on dit aux gens, il y a des gens qui sont plus fréquentables que d'autres, c'était pas la bonne expression. Oui. Mais c'était pas intentionnel, c'était pas intentionnel. Justement de faire une pédagogie. Je suis prêt à faire cette pédagogie, mais il faut choisir le moment pour le faire parce que, comme je le disais tantôt, à partir du moment où j'avais l'impression que tout le monde comprenait que c'était important de garder une certaine distance physique avec les autres, le terme qui est employé c'était pas le problème. Le problème, à partir du moment où cette partie-là est résolue, ça va, c'est le temps pour moi, comme sociologue, de dire, faut mettre un peu d'ordre là-dedans, on ne dit pas n'importe quoi. Et si on suit bien l'actualité, c'est pas la première fois que j'en parle, j'en parle dans la presse aujourd'hui, mais j'en ai parlé ailleurs, dans d'autres forums, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, je dirais. On sent aussi que le discours est en train de changer dans les médias. On ne parle plus de distanciation sociale, à part quelques personnes qui s'enfargent encore là-dedans. Mais en général, maintenant, je dirais, depuis probablement 2 ou 3 semaines, on parle de distanciation physique, ou tout simplement de distanciation. Oui, effectivement, j'ai pu constater moi-même aussi ce changement. Par contre, dans les différents commerces qui sont ouverts, on voit encore ce terme bien affiché, distanciation sociale. Je pense que les gens ne le savent pas. Mais ce qui me surprend, ce qui m'étonne, c'est comment se fait-il que les gouvernements et les grands médias ne connaissaient pas, n'avaient pas fait cette distinction dès le départ? D'abord, il faut dire que en anglais, la distanciation physique en anglais se dit social distancing. Donc, ce qui s'est passé, à mon humble avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé un anglicisme. Oui. Parce qu'on n'était pas prêt, on était dans l'urgence, on n'a pas eu le temps de faire un plan de communication pour dire, mais qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Le premier qui l'a dit a fait une traduction littérale de la chose et a utilisé social distancing a utilisé en réalité distanciation sociale pour dire social distancing en anglais alors qu'il aurait dû dire distanciation physique. Donc, je pense que c'est là que c'est parti, mais dans une situation comme celle-là, quand vous avez quand vous avez un point de presse, 2 points de presse par jour avec des premiers ministres des gens de la santé publique qui répètent un propos, et il est à peu près normal que ce propos-là soit repris tel quel par les médias et que les commerces utilisent le même terme et que les citoyens utilisent le même terme. Maintenant, si on recule dans le temps, si on avait dit distanciation physique, on n'aurait pas vu des affiches avec ça. Maintenant, comment dire maintenant à des commerces qui fonctionnent à peine de réimprimer leurs affiches, c'est ce qu'on leur demandait, et dans la mesure où tout le monde comprend que distanciation sociale maintenant veut dire distanciation physique. D'accord. Donc, on laisse passer. Oui, effectivement. Hier même, j'ai fait l'exercice. J'étais à Bureau en gros et j'ai mentionné justement que le terme était inadéquat. Il me dit, madame, on ne peut rien faire, ça vient du bureau chef. Alors, c'est ça la réalité. Mais quand même, Frédéric, il y a un effet pervers à ça. Même si on a le bon terme, on parle de distanciation physique, mais cette même distanciation physique a des conséquences. On voit la réaction, les attitudes des gens les uns envers les autres qui s'évitent, comme tu l'écris dans ton texte, au moindre éternuement, la moindre toux, il y a une méfiance, il y a une peur de l'autre. Et donc, cette pandémie va nous laisser cela, tu crois? Toute pandémie, en fait même, je dirais même, parce qu'on n'a pas connu beaucoup de pandémies. Les 2 dernières qu'on a connues, c'est la grippe espagnole, ça, on remonte à 1900, entre 1918 et 1920. Ensuite, ça a été le sida, et on pourrait parler du sida, comment est-ce que justement c'était de la distanciation sociale. Donc, on n'a pas connu beaucoup de pandémies. Mais on doit se rappeler, et c'est là le rôle du sociologue, de se rappeler qu'est-ce qui se passe justement quand on sort de ces situations-là, quand on rentre dedans, quand on vit dedans et quand on en sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je vais prendre l'exemple du sida. Alors, l'exemple du sida, c'est l'exemple parfait pour faire la démonstration de la distanciation sociale.
quand la maladie est arrivée, et je prends l'exemple du Québec, quand la maladie est arrivée au Québec, en 1982-1983, les premières victimes de cette épidémie-là, c'était les hémophiles, les héroïnomanes, les homosexuels et les Haïtiens. Oui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a appelé ça la maladie des 4H. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a décidé dès ce moment-là que ces 4 groupes faisaient partie, ces 4 entités faisaient partie de ce qu'on appelait des groupes à risque. Oui, oui. À ce moment-là, que ce soit des hémophiles, des héroïnomanes, des homosexuels ou des Haïtiens, ils ont tous été victimes de discrimination. Absolument, et je me rappelle encore, oui. Les hémophiles sont ceux qui s'en sortent le mieux parce qu'ils ça ne se voit pas. Ils sont hémophiles. Oui. Les homosexuels, pour certaines personnes, dépendamment du quartier dans lequel ils vivaient, dépendamment de certaines réalités particulières, ils étaient identifiables. Oui. Les héroïnomanes, dépendamment de quel secteur ils se trouvaient, dépendamment de lieux très précis. Mais la plus grande victime de ça, c'est la communauté qui était la plus visible, donc les Haïtiens. Oui, oui. Pour être victime de discrimination au moment du sida, l'Haïtien n'a pas besoin de l'avoir. C'est-à-dire qu'il est celui qui potentiellement peut l'avoir. Oui, et on refusait le sang des Haïtiens. Je me souviens très bien à cette époque, j'étais adolescente et j'ai voulu même aller donner du sang et on a refusé. Donc, on nous demandait de remplir le questionnaire et dès qu'on était Haïtien, c'était systématique. Et la Croix-Rouge avait systématiquement demandé aux Haïtiens de ne pas donner leur sang. Oui. Et s'ils allaient donner leur sang, on le prenait et on le jetait. On le jetait, oui, je m'en souviens. C'était connu. Oui, tout à fait. C'était connu. Mais ce qui était encore plus grave, c'est qu'on refusait de leur louer des appartements. On leur refusait un emploi. Les gens refusaient d'embarquer dans l'autobus avec eux. Les chauffeurs d'autobus passaient tout droit. On les faisait descendre de l'autobus. Oui, parce qu'il n'y avait pas de connaissances. À la cafétéria au cégep ou à l'université. C'est ça, d'autant plus qu'à l'époque, tout comme maintenant, on connaît plus ou moins bien le virus. Alors, à l'époque, on ne connaissait pas très bien le sida. Les gens avaient peur de l'attraper. On ne savait pas trop comment on l'attrapait. Donc, ça a créé réellement une sorte de commotion et une stigmatisation de ce groupe. À ce moment-là, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Oui. À savoir qu'on est devant une maladie qu'on ne comprend pas. C'est ça. Une maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il y a un remède qui ne guérit pas la maladie, qui permet de survivre à la maladie. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, on est face à un virus pour lequel il n'y a pas de vaccin, il n'y a même pas de médicament. Donc, personne ne veut être collé sur quelqu'un qui pourrait l'avoir. Oui. Ce qui s'est passé avec le sida, c'est que quand on a fait des démarches pour faire comprendre qu'il ne s'agissait pas de groupes à risque, mais bien de comportements à risque, malheureusement, les stigmates qui ont été déposés sur ces groupes-là, il n'y avait plus moyen de les effacer. Oui, oui. Le mal était déjà fait. C'était resté. Oui. Et même encore aujourd'hui, il faut se demander si ce n'est pas encore là. Et quand on arrive avec une autre pandémie, est-ce que ça ne fait pas ressurgir ces choses-là? Oui, mais le même type de problème pourrait être causé aussi. Frédéric, dans ton article, tu parles du projet de passeport immunitaire. Ben voilà, et c'était dans l'article, c'est pour donner un exemple de distanciation sociale. C'est que justement, ça permet, quand on arrive à des situations comme celle-là, on voit tout de suite qu'il y a des gens, de bonne foi, parfois, des gens qui sont parfois de mauvaise foi, mais des gens parfois de bonne foi, qui proposent des solutions pour permettre à certaines personnes de fonctionner. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, il y a des conséquences. Ils créent justement deux catégories de citoyens. Oui. Et si on parle de distanciation sociale, c'est exactement ça. C'est créer des catégories différentes de citoyens par des avantages qui sont donnés à un, des refus qui sont donnés à d'autres. Donc, on crée cet espace-là entre les gens. Alors qu'en démocratie, s'il y a quelque chose qu'on veut faire, c'est d'égaliser les opportunités pour tout le monde. Alors ça voudrait dire qu'il y en a qui pourraient voyager avec un passeport immunitaire et d'autres ne pourraient pas. Donc, on ne peut pas faire ce genre de choses.
Absolument. L'histoire nous a appris qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais malheureusement, Frédéric, on dirait que l'humain n'apprend pas de l'histoire parce que quand j'écoute la définition réelle de la distanciation sociale, on réalise que toutes les guerres, tous les génocides qui ont eu lieu ont eu à leur base justement la distanciation sociale, donc la peur de l'autre, les préjugés. Et tu fais référence aussi à la Shoah, à l'Holocauste, entre autres, dans ton texte. Et on peut parler d'esclavage. Quand on parle de la Shoah, quand on parle de l'Holocauste, on parle de ces crimes-là, il faut toujours se rappeler que c'est un groupe particulier qui a été pris pour cible par Hitler et sa bande de voyous. C'est-à-dire qu'on a décidé que les Juifs n'étaient pas à la hauteur de ce que les Caucasiens devaient être. Donc, ils étaient des gens qui étaient des sous-hommes. Oui. Et on les a éliminés pour ça. Oui. Quand on regarde ce qui s'est passé au Kosovo, c'est la même chose. Ou les Tutsis, les Hutus. Quand on regarde ce qui s'est passé au Rwanda, Burundi, tout à fait, oui. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de la distanciation sociale, c'est qu'on n'aime pas l'autre. On a peur de l'autre. C'est pas qu'on n'aime pas, on a peur de l'autre. On a peur de l'autre. On a peur de l'autre et l'autre représente pour nous un danger, soit un danger physique, soit un danger d'être meilleur que nous, soit un danger, mais c'est de nous surpasser d'une façon quelconque. C'est très rarement une réalité. Oui. C'est souvent une perception que l'autre est dérangeant pour nous. Oui, et on en vient justement, Frédéric, à ce qu'on vit, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le meurtre de George Floyd. C'est exactement la même chose. Le comportement des policiers envers les Noirs, les membres de la communauté noire, c'est exactement ça. Oui. Tu sais, il y a deux choses qui me dérangent quand on parle des États-Unis. D'abord, qu'on parle des États-Unis comme une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. C'est un pays qui a été où les gens peuvent s'armer et il y a plusieurs lois qui existent aux États-Unis qui permettent aux gens de se faire justice eux-mêmes. Quand on se fait justice soi-même, c'est qu'on a le droit de juger et d'exécuter quelqu'un soi-même. Arrêter quelqu'un, c'est ce qui est arrivé avec Trayvon Martin. Trayvon Martin, quand il rentrait chez lui et qu'on l'a assassiné, c'est parce que son agresseur pensait qu'il pouvait représenter un danger pour le quartier. Il l'a assassiné. Et il a invoqué la loi Stand Your Ground. La loi Stand Your Ground vous donne le droit de juger et d'exécuter sur le champ. Mais en même temps, Frédéric, ce qu'on constate, c'est que ils n'ont pas besoin de se sentir en danger pour exécuter, parce que ce à quoi on assiste, le stand your ground, c'est que on n'a pas besoin de témoins quand on assassine quelqu'un pour dire que ça représentait un danger. Mais je veux revenir à ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, faisons un petit peu un retour en arrière. L'autre chose qui me dérange quand on parle des États-Unis, c'est qu'on parle d'une société raciste. Les États-Unis ne forment pas une société raciste. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est une société qui a été construite sur tous les crimes de l'humanité. De l'humanité, absolument. Tous les crimes de l'humanité. Vous avez juste à aller dans le statut de Rome, la loi qui détermine ce qu'est un crime de l'humanité. Et je vous mets au défi de trouver un crime de l'humanité qui ne s'est pas fait au cours de l'histoire des États-Unis. C'est un pays qui a été construit sur le génocide des Amérindiens. C'est un pays qui a été construit sur l'esclavage. Et c'est un pays qui a été construit sur l'apartheid. Pourquoi je dis que ça a été construit sur l'apartheid? En 1865, à la fin de la guerre de sécession, les Noirs obtiennent le droit de vote avec le 13e amendement dans la Constitution américaine. Mais en fait, ça va se faire avec les marches de Martin Luther King, de Rosa Parks et tous ceux que vous pouvez nommer. Ils vont obtenir ce droit qui était constitutionnel. Ils vont l'obtenir en 1965, donc 100 ans plus tard. Mais il ne faut jamais se rappeler qu'en 1865, il y a un autre événement qui va se passer. C'est qu'on va implanter des codes noirs pour ramener les esclaves au statut de bêtes.
animal. Animal. D'accord? Et là, il y a un autre événement qui va se passer en 1865. C'est la création d'un pays qui s'appelle le Libéria. Oui. Le Libéria a été créé en 1865, la même année que la fin de cette guerre-là, avec un seul objectif, y retourner les esclaves qui refusaient de rester dans une forme quelconque d'esclavage. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Un autre élément qu'on oublie et que l'histoire nous fait oublier, c'est que le pays dans lequel on voulait retourner les esclaves quand ils commençaient à faire des problèmes, c'était Haïti. Oui. Et il y a un événement qui s'est passé, c'est une cargaison d'esclaves américains qui a été envoyée à l'île Avache. Et malheureusement, ça s'est mal terminé, ils se sont entretués et tout ça, il y a eu la maladie qui s'est mise là-dedans, le gouvernement ici était complice parce qu'il y avait des règlements qui disaient que les Noirs pouvaient, tout Noir qui rentrait en Haïti devenait haïtien et tout ça. Bon, il y avait toutes sortes de choses. Mais l'indépendance d'Haïti va créer un problème parce que Haïti n'était plus l'endroit où on pouvait retourner des esclaves qui commençaient à faire des problèmes. Maintenant, quand je dis que les États-Unis ne sont pas une démocratie, et quand on regarde ce qui s'est passé au cours des trois dernières semaines, j'aimerais, Stéphanie, t'amener à regarder ça sous un angle autre que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parle d'un jeune qui est en train de faire du jogging dans un quartier. Oui, à Arbery. Probablement ce qu'on appelle aux États-Unis a gated community. Déjà là, on est dans la distanciation sociale quand on vit dans un quartier qui est un gated community. C'est-à-dire que pour rentrer dans ce quartier-là, c'est un quartier privé. Privé. On est en distanciation sociale quand on a ça. On voit ça en Haïti, des gated community. On voit ça au Nicaragua. On le voit aux États-Unis. C'est inadmissible dans une démocratie qu'il y ait des gated community. Passons. Maintenant, voyons l'image. Il y a un bonhomme qui est en train de courir, un jeune qui est en train de courir. Il y a quelqu'un dans un pick-up avec une arme. Une arme, oui. Et le jeune est abattu. Sans raison. Oui. D'un safari. Ça m'a tout l'air d'un animal, d'un buffle qui vient d'être abattu. Abattu, totalement. Ça m'a tout l'air d'un chevreuil qui est abattu. Il y a quelque chose d'animal là-dedans. Deuxième événement. Il y a une dame qui promène son chien dans un parc. Un noir lui dit, « Madame, faites attacher votre chien. » En réalité, si on interprète bien la conversation, elle dit à ce bonhomme, « Entre toi et le chien, s'il y a quelqu'un qui doit être attaché, c'est toi, et je sais très bien qui peut t'attacher, et j'appelle la police. » La police, oui, oui. Troisième événement, l'événement avec George Floyd. George Floyd est au sol avec un genou sur le cou. Sur le cou. Il perd conscience pendant 3 minutes avec ce genou sur le cou. Ici au Québec, en France et un peu partout, on n'exécute pas des animaux comme ça. Ce n'est même pas permis par la loi d'abattre un animal comme ça. On ne peut pas égorger. Le bonhomme est en train de saigner. On ne peut pas saigner un animal, un poulet au Québec sans d'abord l'assommer. Mais d'ailleurs, cette pratique est défendue. Elle est défendue. Et pourtant, George Floyd n'était pas le premier. Ça s'est produit aussi en 2014, je crois, ou 15. Le nom de la personne ne me revient pas pour l'instant, mais il n'était pas le premier. Et de plus en plus, on voit ce genre de pratique. La dame qui fait la formation des policiers à Minneapolis dit que la technique n'est pas de mettre le genou sur le cou de la personne, mais sur la clavicule de la personne. Oui. Même là, il disait ne pas pouvoir respirer parce qu'il avait une pression aussi sur le dos. J'ai trouvé le nom, c'est Eric Garner en 2014, dont on allait célébrer justement le 6e anniversaire ce mois de juillet, qui a vécu la même chose. Et c'est toujours la même phrase, je ne peux pas respirer. Mais ce qui est choquant, Frédéric, qui est aberrant, c'est que malgré que ces personnes soient filmées, ils commettent leurs crimes au vu et su de tous, et ça ne les arrête pas. Comment est-ce possible? D'abord parce que ils peuvent justement se cacher derrière des lois américaines
qui leur permettent de le faire, entre autres la loi Stand Your Ground, qui permet justement de dire « j'étais en danger ». Mais les preuves sont là, il y a des témoins. Et ça a pris réellement un soulèvement. Les téléphones cellulaires sont venus changer, les téléphones intelligents sont venus changer beaucoup de données quand même. Exactement, et on peut questionner. Maintenant, il faut justement utiliser ces choses-là. Oui. J'ai entendu des gens dire, mais pourquoi les gens qui étaient là, au lieu de filmer, ne sont pas intervenus? Mais c'est quand même la police. C'est la police, ils sont armés et on sait comment la police, par exemple, des États-Unis... C'est là pour l'enlever de là. Imaginez la peine qui attend quelqu'un aux États-Unis. Tout à fait. C'est pas la même chose. J'ai vu plusieurs vidéos ailleurs, entre autres en France. Ils ne sortent pas leurs armes aussi rapidement. J'ai vu des gens réellement retenir les policiers qui essayaient d'amener une jeune femme dans la voiture de police. On n'aurait jamais vu ça aux États-Unis. Mais jamais. Mais c'est se mettre à mort. C'est se mettre, effectivement. Et une condamnation à mort d'aller pousser un policier pour l'enlever de là. Par contre, les gens ont quand même le courage de leur dire, de cesser, d'arrêter, de dire, nous, on vous filme, tout est là sur vidéo, il y a des preuves. C'est quand même un acte de courage que de faire ça. Donc, on ne peut pas condamner ces personnes de ne pas avoir fait davantage. Ils ont quand même agi à la mesure de leur capacité. Mais oui, non, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leur utilité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais aussi, ce que je veux rappeler, Stéphanie, quand on voit le meurtre de cet homme, il faut se rappeler la technique qui existait quand les esclaves se révoltaient et après l'esclavage, quand les Noirs se révoltaient, on les pendait. Oui, le lynchage. Oui, tout à fait. Il y a eu le parallèle établi tout au long de cette semaine, justement. Moi, ce que j'ai vu, c'est un lynchage. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un lynchage 2.0, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on a pendu quelqu'un en public. Il ne manquait que des applaudissements. Absolument. Et ils le font sans honte, sans gêne, comme on a dit, en toute impunité. Et ce qui fait mal aussi, Frédéric, c'est d'entendre les nombreux leaders de la communauté noire aux États-Unis qui disent nous sommes fatigués d'être fatigués de voir nos hommes, nos jeunes hommes noirs se faire abattre. Et maintenant, ce sont les jeunes femmes noires aussi, il faut le mentionner, il ne faut pas les oublier. Ouais, mais en même temps aussi, Stéphanie, ils ne sont pas, tous ces leaders américains ne sont pas sans tâche non plus. Hein. Il faut quand même se rappeler une chose. Moi, je l'ai dit, j'étais en entrevue avec Anne-Marie Dussault à 24/60 il y a quelque temps, puis je disais justement qu'un des problèmes qui arrive avec les mouvements sociaux aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis, ici aussi on les voit, c'est que les mouvements sociaux ne durent pas. Oui. Les gens reviennent rapidement à la normale. À la normale, oui. Rapidement à leur quotidien. Oui. Moi, je suis convaincu d'une chose. Et je disais à Anne-Marie Dussault, je vous mets au défi de me dire ce qu'est advenu Occupy Wall Street. Il n'y a plus personne qui en parle. Oui, oui. Il y avait les jeunes, il y a 2 ans, il y avait des jeunes qui s'étaient révoltés contre la question de l'armement aux États-Unis. Et puis, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est que les gens reviennent rapidement à leur confort. C'est plutôt de l'émotivité plutôt qu'un engagement profond. Parce que j'ai écrit un texte, justement... Le mouvement Black Lives Matter. Oui, oui. Quand on prend le mouvement Black Lives Matter, ce n'est même pas un mouvement. C'est quelque chose de spontané. C'est spontané, c'est émotif. Le prochain meurtre. Oui, tout à fait, comme Justice for... Si on était au Québec, et qu'on avait une problématique comme celle-là, et je parle du Québec parce que c'est une société que je connais mieux que toute autre, si on était au Québec, moi je suis convaincu d'une chose, Black Lives Matter aurait un siège social à Montréal, des bureaux à Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi, Gatineau, etc. Il y aurait un porte-parole, il y aurait un directeur général, il y aurait une structure, et ce serait même financé par le programme de soutien aux organismes communautaires pour faire la défense des droits des personnes concernées. Il y aurait une programmation qui donnerait de la formation aux policiers, de la formation en entreprise et toutes sortes de trucs qui seraient avec ça. Et probablement qu'on aurait diminué le nombre de cas, fort probablement, au moins on aurait tout fait pour diminuer le nombre de cas. Et quand ça arriverait, ce ne serait pas juste des gens qui sortent des pancartes pour manifester. Oui, en même temps, Frédéric, tu parles... à des consultations à l'Assemblée nationale, on participerait à des consultations à Ottawa, on serait là. Oui. Mais aux États-Unis, malheureusement, le Black Lives Matter n'est qu'un slogan. Mais au moins, je ne sais pas, en ce moment,
comme partout dans les médias, on entend sur toutes les lèvres que c'est du jamais vu. On espère que cela aura une issue quand même qui va amener des changements en profondeur. Quand on entend, je reviens encore avec les activistes, les leaders, et dire qu'ils sont fatigués d'être fatigués, on sent qu'il y a une prise de conscience, on sent qu'il y a une volonté en même temps de faire en sorte que les choses changent réellement. Enfin, j'ose espérer, j'ai pas l'impression qu'avec le cas de George Floyd, que ça va rester à ce point. D'ailleurs, l'arrestation et la condamnation du policier en question, donc Chauvin, est un premier pas qui est faible, mais au moins c'est un premier pas et on attend maintenant les résultats de l'enquête pour savoir quelle sera la sentence des 3 autres. Mais, tu sais, moi je te dirais, j'ai publié une vidéo sur les médias sociaux. C'est un texte que j'ai sorti de mon 2e livre, Ferme les yeux, ouvre la bouche, halal. Oui. C'est sur la tuerie de Charleston. Oui, de Dylan. À la fin de la vidéo, au début et à la fin de la vidéo, ce que ça dit dans le texte que j'ai écrit, ça dit « Black lives don't matter, not even to blacks ». OK? Et pour moi, ce que je voulais dire de ça, c'est cette façon que les Noirs américains ont de se réfugier dans la religion pour pardonner à leurs agresseurs. Pas seulement eux, j'ai vu la conjointe de George Floyd demander à ce qu'on pardonne son exécuteur. J'ai entendu après la tuerie de Charleston, au procès de Dylan Roof, les fidèles ont demandé à ce que on pardonne Dylan Roof qui venait d'exécuter 9 personnes. Mais le pardon n'exclut pas les conséquences juridiques, judiciaires. Je veux dire, une personne peut être pardonnée, ça c'est sa propre libération intérieure, mais ça n'empêche pas que la personne qui a commis un acte, un geste, doit quand même payer les conséquences de ce geste-là. Voilà. Donc il ne faut pas confondre. C'est de ne pas garder la haine au fond de soi. Oui. C'est qu'on pardonne et pardonner dans le discours public, c'est pas quelque chose de biblique, c'est quelque chose de, vous pouvez le laisser aller, d'accord? Et vous pouvez donc vous permettre de recommencer. Et d'autres peuvent se permettre de reproduire le même crime. Ce que je veux dire par là, quand je dis Black Lives Don't Matter, not even to blacks, il y a aussi derrière ça l'idée que je veux faire comprendre aussi qu'il y a des problématiques de société où ce n'est pas la victime qui doit prendre en charge de résoudre le problème, mais ceux qui s'identifient le plus aux agresseurs. Parce que ce qui se passe avec les policiers, avec les crimes racistes perpétrés par des hommes de droite, des KKK et tout ça, mais ça a un impact sur l'image des Blancs américains. C'est leur problème. Moi, j'ai un problème quand il y a des choses qui se passent dans la communauté haïtienne, qu'il y a des gens dans la communauté qui commettent des délits, qui posent certains gestes qui sont inadéquats. Moi, ça a un impact sur moi. Oui. Ça a un impact sur qui je suis. Donc, je fais attention, moi aussi, quand je fais certaines choses, quand je prends position, parce que je sais que ça peut avoir un effet positif ou négatif sur le reste de la communauté. Mais Frédéric... Donc, je suis très, très prudent. Oui. Donc, je dis que le problème, en fait, du Black Lives Matter, c'est que c'est une expression qui est incomplète. Black Lives Matter to who? To who? That Black Lives est supposé matters to the white America. Mais... En même temps, Frédéric, je reviens à la notion, cette question de pardon dont tu parles, mais ce n'est pas seulement que les Noirs. Je veux dire, même, on tente des rapprochements dans le système juridique aussi entre l'agresseur et sa victime. Il y a cette justice réparatrice qu'on essaie de mettre de l'avant, mais ça n'empêche pas que l'agresseur doive payer malgré tout pour l'acte commis. Attends, je t'ai perdu, je suis désolé. Non, je t'ai dit que la question de pardon que tu as mentionné tout à l'heure, ça n'appartient pas seulement aux Noirs, parce que même dans le système judiciaire, on met de l'avant la justice réparatrice, je crois, je ne sais pas si j'ai le bon terme, où on invite justement au dialogue l'agresseur et la victime. Et donc, ça n'empêche pas, malgré tout, que l'agresseur doive payer. Encore là, c'est le tribunal qui fait cette décision-là.
il y a un espace pour ça. Là, je parle de la victime elle-même qui accorde le pardon. Et évidemment, oui, il y a des communautés autochtones au Québec et ailleurs au Canada qui font des justices de ce genre-là, qui sont très intéressantes, mais pas pour des meurtres. Pas pour des meurtres. Pas pour des meurtres en série. On va pas donner une sentence à domicile à quelqu'un qui a tué 9 personnes dans une église. Ah non, on ne parle pas de ça. On a connu la même chose ici au Québec, là, à Québec avec la mosquée. Oui, tout à fait. Oui. Des choses qui sont inimaginables. Oui. Mais est-ce que tu crois... Cette idée de pardon, je crois que ça n'a pas sa place dans une justice lorsqu'il s'agit de crimes de ce niveau-là. Mm-hmm. Comment tu entrevois, bon, je sais que tu n'es pas devin, tu es sociologue, mais comment tu entrevois justement les semaines, les mois à venir par rapport à cette situation? Parce que la famille, quand même, maintient qu'elle ne va pas lâcher le morceau. Ils ont aussi leur avocat, Benjamin Crump, qui a mis sur pied de Black Stage of Emergency, donc un mouvement. Est-ce que tu penses qu'il y aura réellement un effet à long terme? Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un délit. Maintenant, quelle sera la portée de ce délit? On a parlé d'un meurtre au 3e degré. Pourquoi c'est pas 2e degré? Pourquoi c'est pas un meurtre prémédité? Oui, tout à fait. Il y a plein de choses. Pourquoi il n'y a pas séquestration? Parce que quand même, le bonhomme était menotté. Oui, oui. Est-ce qu'il représentait un danger alors qu'il était menotté dès le départ? D'ailleurs, même dès le moment de l'arrestation, il n'y a eu aucune résistance. Sur le mur, personne ne le retenait. On l'a amené tranquillement, peut-être qu'il s'est agité un peu plus tard, peut-être qu'il s'est dit des mots que nous n'avons pas entendus, mais quand même, le bonhomme était menotté. Oui. Quand même pas rien d'avoir quelqu'un qui est menotté, qui représente un danger. Quel danger? Il peut le sauver, c'est tout. Donner quelques coups de pied, pas plus, mais on n'a pas besoin de mettre son coude sur son cou pour l'empêcher de donner des coups de pied. Mais on dirait que ça devient de plus en plus une pratique utilisée parce que je regardais aussi une vidéo de l'année dernière, un jeune homme qui vendait simplement des bouteilles d'eau sans permis tout près du métro de Las Vegas, si ma mémoire est bonne, et les policiers sont venus, ils sont intervenus et lui aussi, il a eu le droit à une prise, donc le coude à la gorge où on essayait littéralement de l'étrangler et lui aussi, c'était cette même phrase, je ne peux pas respirer. Alors ça devient une pratique qui est de plus en plus utilisée. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est que il y a quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange, qu'on mette le genou sur le cou de quelqu'un qui est menotté pour l'empêcher de bouger ses pieds, parce qu'il ne pouvait pas faire du mal avec sa tête ou avec ses bras, avec ses mains. Donc, moi, il y a quelque chose là qui me dérange. Quand tu dis comment j'entrevois les choses, c'est que je connais suffisamment en termes d'historique de ces choses-là, particulièrement ça concerne les policiers, on voit bien que les accusations se défont tranquillement pour devenir quelque chose d'un peu plus léger à chaque fois. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est pas seulement les policiers. O.J. Simpson s'en est tiré aussi avec les meilleurs avocats qu'il était capable de se payer aussi. Les policiers font partie d'un syndicat qui veut pas nécessairement que des choses comme ça ils ont l'obligation de protéger leurs membres. Donc, il y a plein de choses qui vont se jouer et ça va prendre peut-être même des années avant qu'il y ait un dénouement. D'ailleurs, le policier est en prison, mais il y avait, aux dernières nouvelles, il pouvait payer une caution pour sortir. Est-ce que ce sera fait? Est-ce que ce sera permis dans l'état actuel du moment? Qu'est-ce qui en arrivera? Je ne sais pas. Il reste encore 3 autres policiers qui sont en liberté. Est-ce qu'on va les condamner? Est-ce qu'on va les interpeller? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a trop d'inconnus pour le moment pour dire qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, on part de loin. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu meurtre. Oui. OK? À quel degré, je ne sais pas, mais il y en a eu un. Oui, et les preuves oculaires étaient là. Je veux dire, on ne peut pas remettre en question les preuves. C'était évident. Il y avait des gens, des témoins qui étaient sur place aussi. Stéphanie, je pense que ce qui est important quand on regarde ces choses-là, sur le plan très, très personnel, quand on regarde ces choses-là, et pour s'indigner, pour aller au maximum de ce qu'on peut ressentir de ça, on doit pouvoir se dire
est-ce que ça aurait pu être moi? Tout à fait. Et si c'était moi qui étais là, couché sur le sol, est-ce que je suis capable de me mettre à la place de George Floyd? Et aussi se poser la question, est-ce que je serais capable, de me mettre à la place de ce policier? Est-ce que là aussi, je peux dire, it could have been me? Oui. Et on va voir, est-ce qu'on peut être, lequel de ces deux acteurs nous ressemble le plus? Oui, mais on dit souvent qu'il y a un bourreau en chacun de nous aussi. Et on va se rendre compte peut-être qu'on a peut-être juste 1% de ce policier, 2%, mais qu'on a 80% de George Floyd. Mais on doit se poser toutes ces questions-là. Et se dire aussi, quand on se posera la question, si on trouve qu'on a 0,001 du comportement du policier, de se dire que nous aussi, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, tout à fait. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, et je ne fais pas toujours des amis quand je dis ça. Le racisme est peut-être un privilège de blanc, mais ce n'est pas un comportement exclusif aux blancs. Non, parce qu'à la base du racisme, il y a les préjugés. Nous portons tous en nous des préjugés. On parle de distanciation sociale, puisque c'est ça notre sujet. Oui. À l'intérieur même de notre communauté, il y a des gens que nous ne voulons pas fréquenter. Oui, il y a des quartiers qu'on ne veut pas fréquenter. Il y a des quartiers qu'on ne veut pas fréquenter. Il y a des aspects de notre culture qu'on rejette. Et d'ailleurs, j'invite les gens, je fais une parenthèse, à aller lire justement un texte que j'ai écrit sur ma page à ce propos. Donc, de changer le regard que nous portons sur nous-mêmes en tant que Noirs, sur notre physionomie, nos caractéristiques. Oui, oui. Et quand on regarde le phénomène de blanchiment de la peau qu'on voit en Afrique, en Haïti, etc., il faut se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que nous nous percevons. Parce que la notion de beauté. La sociologie, c'est ça, hein, c'est la perception de l'autre. Oui, ce qui est beau. Quand on regarde tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, toutes mes interventions, elles ne tiennent qu'autour d'une seule chose. La peur de l'autre. Ça revient tout le temps dans mes écrits, ça revient tout le temps dans mes interventions, la peur de l'autre et qu'est-ce que ça nous donne comme perception quand on a peur de l'autre. Oui, ce sentiment de supériorité aussi qu'on a vis-à-vis de l'autre. Tu parlais de la communauté noire entre elles-mêmes, comment... Ou d'infériorité. C'est ça, certains peuvent se sentir supérieurs à l'autre, et même les rapports hommes-femmes. Donc, il y a tout un questionnement en profondeur qu'il faut prendre le temps d'amener, nos attitudes aussi envers les enfants. Donc, c'est un problème qui va beaucoup plus loin. Oui. Ceux qui m'ont suivi dans mes actions savent à quel point que moi j'ai dénoncé la misogynie. Parce que justement, on a ce regard sur la femme haïtienne qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on change cette façon de faire. Ça n'a aucun sens. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Frédéric, parce que justement, dans mes recherches, cette semaine, je suis tombée aussi sur un jeune homme qui avait reconnu le policier et a mentionné avoir été victime. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce jeune homme dénonçait l'agressivité, la brutalité de ce même policier Chauvin envers lui, alors qu'il était... le policier avait été appelé pour une question de violence conjugale, alors qu'il venait de tabasser sa conjointe et il dénonçait le fait que le policier l'avait tabassé. Donc, c'est quand même paradoxal. Ben voilà. Voilà. Vous savez, ce sont les mêmes... Quand il est question de la peur de l'autre, et la peur de l'autre est le carburant de la distanciation sociale, et le résultat de la distanciation sociale, ça a des noms. Les noms sont misogynie, racisme, homophobie. Et si on peut parler d'une société homophobe, c'est bien la société haïtienne. Si on peut parler d'une société misogyne, c'est bien la société haïtienne. Donc, il y a plein de travail qu'il y a à faire sur ces choses-là. Et je rappelle un livre phare qui a été écrit par Micheline Labelle de l'UQAM qui s'appelle Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il y a dedans. D'accord? C'est-à-dire que quand on parle de distanciation sociale, puis qu'on a un livre qui s'appelle Idéologie de couleur et classe sociale, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se mêlent pas dans ce pays. En tout cas, et je mets au défi qui que ce soit de me dire que la thèse de Micheline Labelle ne tient plus. Oui. Alors que moi, j'ai toujours dit qu'on peut changer des structures, mais une culture, ça prend des siècles à changer. Absolument. Et ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis,
c'est l'impossibilité pour ce pays de sortir de l'apartheid qui a été mis en place dans les années 1800. Frédéric? Donc, on n'est pas à la veille de sortir de ça. C'est très intéressant, Frédéric. Je n'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 13h, c'est déjà la fin. Mon Dieu, j'avais tellement d'autres choses à dire, d'autres points à amener. Bon, peut-être la semaine prochaine. Ce fut quand même un réel plaisir de t'avoir avec nous, Frédéric. Et je ne peux partager. Oui, et je ne peux m'empêcher, avant de quitter les gens, d'avoir une pensée pour Martin Luther King et Malcolm X. Ces événements, Frédéric, m'ont fait réellement comprendre et sentir ce qui pouvait qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, comment ces gens ont dû se battre et les acquis, on doit continuer toujours à les défendre. Il n'y a rien de gagné, la lutte doit continuer, le combat doit continuer. Alors, Frédéric, merci énormément pour ton partage, pour tes textes. Merci d'être décapant, comme tu dis. On a besoin de gens comme toi. Alors, j'invite les gens à aller... Et s'il y a des gens qui m'ont écouté aujourd'hui, qui trouvent que ce que je dis a un minimum d'intérêt ou que je suis le moindrement intéressant, vous pouvez me trouver sur les médias sociaux. Tout à fait. Il y a une page web qui s'appelle frédéricboiron.com. Vous pouvez vous inscrire et recevoir mes textes gratuitement, mais vous pouvez aussi acheter mes livres. Oui. C'est sur mon site web, mais je suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter, blablabla et tout le reste. Je suis partout. Absolument. Et cette année, je vais profiter quand même pour dire que je vais participer à une série d'émissions à Radio-Canada. Oui. Une série de 8 émissions qui va commencer dimanche le 28 juin avec Catherine Perrin et Stéphanie Léonard, qui est une psychologue, Ludwig Moquin, qui est un philosophe, et moi comme sociologue, et on confronte nos sciences par rapport à la pandémie qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre. Ça va être très intéressant. J'ai bien hâte de partager mes idées avec mes collègues. C'est parfait, Frédéric. Merci infiniment. Et de toute façon, j'aurai l'occasion de te recevoir. Ce n'est que partie remise. Hein? On aurait pu continuer longtemps, mais tu reviendras. Donc, à bientôt, Frédéric. Merci infiniment. À plus. Merci pour ton texte. Alors, je laisse nos internautes, auditeurs, auditrices avec cette phrase de Martin Luther King qui disait que le langage... Alors, voilà, un petit problème de son. Alors, l'émeute, c'est le langage de ceux qui n'ont pas de mots. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire. On a un peu oublié les mamans, désolé, mais ce qui se passe est tellement important. Donc, c'est l'anniversaire des mamans aujourd'hui. Les mamans haïtiennes, c'est la fête des mères françaises aussi. Donc, bonne fête des mamans et spécialement aux mamans qui ont perdu leurs enfants de quelque façon que ce soit, puisque c'est un petit peu le sujet avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Alors, bonne fête des mamans. On vous embrasse, on vous aime, prenez soin de vous et les papas, prenez soin de vos épouses, les enfants de vos mères, de vos mamans. Alors, j'avais des CD à faire tirer de Mireille Filoska. Donc, Belle, écrivez-nous. Et puis, sinon, la semaine prochaine aussi, on pourra le faire. Ça sera une première sur les ondes de Radio Vertière. Donc, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, d'avoir été là. On vous attend la semaine prochaine, même poste, même heure, et d'autres émissions vont suivre. Alors, bonne journée et bonne semaine. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, ô toi qui m'as gardé avec amour ces jours de pluie, je veux te regarder dans les yeux pour te dire merci de m'avoir donné une partie de ta vie, une vraie symphonie. Comme tu es belle, 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 toi la femme qui a tant souffert, que tu sois rouge, jaune, noire ou blanche, tu es une perle pleine d'expérience. Comme tu es belle, 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 pleine d'amour, pleine de douceur, que tes cheveux soient gris, noirs ou blancs, tu seras toujours la plus belle.
Loin de toi c'est l'enfer, toi qui toujours me tends la main. Souvent dans tes prières, tu n'oublies pas mon lendemain. Que tu sois sans abri ou que tu sois dans ton palais, tu es toujours la même, hier, aujourd'hui, demain. Oui maman c'est toi. En Asie c'est toi, en Europe c'est toi, dans le monde c'est toi. Tu es toujours